La communication est un élément clé qui permet de créer, de partager et de s'exprimer. Aujourd'hui, dans Majeli, nous recevons Myriam Diakité, créatrice de contenu et consultante en communication digitale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous recevons... Je m'appelle Myriam ou Mimi pour certains. Ouais, je suis créatrice de contenu et je suis passionnée par la communication. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Nous avons un petit partenariat avec Cassie Bake et nous avons 4 bento cakes que Myriam va déguster, mais à la fin. Et là, actuellement, c'est un petit jeu. Donc, dans chaque bento cake, il y a une question à laquelle elle va répondre. Là, quelle est votre meilleure anecdote en cuisine? Pour mon anecdote, c'est pas une anecdote de ouf, c'est juste que il y a un jour en fait où j'ai fait une recette, j'étais toute contente de la préparer et tout, j'ai passé toute une après-midi à faire ça et juste avant de filmer, comme j'aime faire à la fin de toutes mes recettes en fait, mon verre il est tombé, il s'est cassé en fait, donc c'est juste ça, mais bon rien de fou en fait. Quel est le moment le plus marquant de votre parcours? Oh, c'est tout beau. Je dirais le plus marquant pour moi, c'était à la fois réseaux sociaux et puis professionnel parce que c'était mon stage en fait que j'ai fait en, je crois, 3e ou 4e année au ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est le truc que j'ai le plus aimé en fait parce que j'ai fait plein d'activités, je me baladais énormément et ça m'a aidé à avoir en fait une autre vision en fait de la création de contenu aussi. Quelle est votre recette incontournable? Celle que vous ne ratez jamais, ok. Voilà. Je dirais le fondant au chocolat. Ça, c'est ta recette Ouais, ça, j'aime bien et je rate pratiquement jamais ça. Si vous pouviez vous définir par une recette, ce serait laquelle? Fondant au chocolat. Voilà, fondant au chocolat parce que voilà, je suis noire comme un chocolat. Voilà. Et puis, c'est très bon. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de la Myriam avant le bac, le système éducatif que tu as eu à faire et aussi ce que tu voulais devenir un peu? Ok, d'accord. Alors, j'ai fait le système français. Je peux dire le nom? Oui, il n'y a pas de problème. J'étais à Maurice-et-la-Fosse, du coup. J'ai fait ES, donc économique, social. Et avant ça, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Ça, c'est un truc, j'ai jamais su ce que je voulais faire comme tout le monde. Ouais, moi, je veux faire pilote, je veux faire tant. Moi, j'ai jamais su. Je savais juste que j'aimais tout ce qui était artistique, décoration et puis créatif, en fait. C'est juste ça. Mais comment on s'oriente justement après le bac quand on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard? Moi, dans mon cas, c'était plus par rapport à ce que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, bon, j'aime tout ce qui est... Parce que j'aime dessiner, peindre, tout ce qui est créatif, en fait, j'aimais beaucoup. Donc, de base, mes parents essayaient de me mettre un peu vers l'architecture, mais quand j'ai entendu mathématiques, je me suis dit, c'est bon, je vais pas là-bas. Et on s'est dit, pourquoi pas faire de la communication, parce que j'aimais bien aussi tout ce qui était réseaux sociaux, regarder plein de trucs, en fait. Donc, je suis juste partie dans un truc, on va dire, comment on appelle ça? Un peu comme un tronc commun. Donc, j'ai fait marketing, com et digital. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que j'ai compris ce que j'aimais plus et ce que je n'aimais pas du tout, en fait, au contraire. Là, tu as dit tout à l'heure que tu aimais bien les réseaux sociaux et donc c'est ce qui t'a poussé un peu, tes parents et toi, à vous diriger vers la communication. Qu'est-ce que tu avais comme idée par rapport à la communication avant de commencer tes études? Comment je percevais ça en fait de l'extérieur? Moi, j'avais rien de spécial. En fait, j'avais pas trop le côté réseaux sociaux. Je voyais juste tout ce qui était télévision, journalisme, reportage ou encore film en fait ou publicité. C'est que ça en fait que j'avais. J'avais pas le côté vraiment digital et réseaux sociaux. Ok. Donc là, tu as le bac, tu sais pas forcément, mais je veux dire, tu as une certaine direction, tu rentres dans une école pour faire du marketing, de la communication, et tu as dit... Marketing, communication et digital. Marketing, communication, digital. Donc tu quittes la Côte d'Ivoire après tes études, c'est ça? Exactement. Comment se passe ton intégration après le bac? En fait, je dirais pas. En fait, c'était le juste milieu. C'était compliqué et pas compliqué. Compliqué dans le sens où je suis allée dans une ville où il y avait personne vraiment, un peu nul si je peux le dire. C'était à Strasbourg, donc j'avais aucun de mes amis avec moi là-bas. J'avais que de nouvelles personnes en fait que je rencontrais. Donc au début, j'avoue que c'était un peu compliqué parce que j'étais dans une école où j'étais pratiquement la seule. On n'était pas nombreux en fait, étant noirs en fait. Donc c'était compliqué. Et j'étais très solitaire, très réservée. Et après, on va dire,
de plus en plus, ça s'est bien passé. Je me suis un peu intégrée, j'ai eu un petit groupe d'amis et tout, et puis bah, ça allait, quoi. Mais c'était un peu ennuyant, on va dire. Comment tu as réussi à faire pour t'intégrer? J'ai rien fait. Parce que je suis réservée et solitaire. Donc, moi, je suis juste restée dans mon coin. Et il y a 2, 3 personnes, en fait, qui sont venues me parler. Puis après, en fait, on avait des travaux de groupe qui nous permettaient, en fait, de parler entre nous. Et je me suis fait 2, 3 amis, on va dire. Et puis, on est juste restés comme ça, quoi. Après, j'ai pu changer ou quoi que ce soit. Ok. Au-delà du côté social, tu passes combien de temps à Strasbourg? J'ai fait Strasbourg Je pense que j'ai fait 4 ans, on va dire, parce que la dernière année, je suis venue du coup à Paris pour mon alternance. Ok. Donc les premières années, c'était des stages que je devais faire, donc je suis restée là-bas, je suis allée en Côte d'Ivoire. Et après, je suis rentrée pour ma 4e année, j'ai pas eu d'alternance, donc je suis restée à Strasbourg. Et c'est la 5e année, en fait, du coup, la dernière, la 2025, où je suis venue en France, à Paris, pardon, parce que j'en ai trouvé une. Donc là, tu as fait 3 ans à Strasbourg pour ton bachelor. Ouais, Tu as fait ta première année de master et la ça. dernière année, tu es venue Oui. à Paris. Ouais, c'est Au-delà, ça. donc comme je disais, au-delà du côté social et tout, comment ça s'est passé les cours, les 3 ans de bachelor? Concrètement, ça s'est assez bien passé, je dirais, parce qu'on faisait plein de travaux de groupe, en fait. C'était pas purement théorique ou je m'ennuyais. En fait, on a vraiment fait énormément d'activités, donc je pense que ça m'a aidé à être un peu plus extravertie, en fait, que celle d'avant le bac, on va dire. Donc, ça s'est bien passé. Donc avant que tu fasses du marketing ou même pendant ta formation, enfin de la communication et du marketing, est-ce que tu as entendu ou tu as eu des idées reçues par rapport à ce métier ou à cette filière? Euh, oui, oui et non. Oui, dans le sens, enfin, ça c'est bien après en fait que j'ai entendu les gens dire que bah, quand tu es en marketing, communication, c'est que tu sais rien faire, tu es nul, tu n'as rien à faire en fait concrètement parce qu'on n'apprend rien là-bas et que ça paye pas, c'est bouché. Enfin, voilà quoi. En fait, c'est juste, tu t'en vas là-bas parce que tu sais pas quoi faire de ta vie. Est-ce que tu C'est- estimes que c'est vrai? Non, je ne pense pas. En fait, je dirais qu'il y a des personnes, oui, qui partent là-bas parce qu'elles se disent, bon, la communication, ça va, je peux me débrouiller, peut-être je gère bien les réseaux sociaux, j'aime bien la télé et tout, donc oui. Et après, se rendre compte que finalement, c'est pas ce qu'elles aiment. Il y a des gens comme moi, par exemple, qui aiment vraiment la communication. Donc, ça dépend, en fait, de chacun. En fait, tu sais, j'aime bien ce que tu dis parce que, enfin, je t'ai posé cette question-là parce que c'était l'un des buts pour lesquels j'ai créé Majili. Parce que moi, j'ai fait du marketing, tu vois. Et j'entends très souvent ça, en mode, oui, bah, le marketing, le SWOT et tout, oui, vous faites rien en C'est ça. classe. C'est vous, vous faites rien et tout, ça sert à rien. Bon, Ouais. c'est un peu une filière que les gens méprisent un peu, tu vois. Ouais, Et je me suis énormément. dit, justement, c'était ça le but de pouvoir, en fait, déconstruire certains métiers, mais surtout ma propre filière. Et je pense que Oui, oui. c'est la première fois que, bon, après, là, on va plus parler de communication que de marketing, mais c'est la première fois qu'on met réellement les pieds dans le plat. Et moi, je suis très contente, en tout cas. Moi aussi, comme ça, on va bien expliquer aux gens que c'est Vraiment. pas zéro, en fait. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la communication réellement? La communication, bah, en fait, c'est quelque chose d'assez vaste déjà, je dirais. C'est un truc en fait, qui est dans la vie de tous les jours, qui est partout. Pour moi, c'est juste communiquer, se faire connaître, gagner en visibilité et influencer les gens, en fait, pour les influencer, quoi, tout simplement. Ok. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que la communication se limite qu'aux réseaux sociaux? Non, ça se limite pas qu'aux réseaux sociaux parce que bah il y a aussi tout ce qui est télévision, radio, publicité, même affichage. Enfin, c'est pas que les réseaux sociaux. Il y a que maintenant que c'est beaucoup plus important, mais pas que ça. Et pour toi, parce que là, tu fais un master en, je sais pas, c'est quoi ton master? Là, c'est communication globale et stratégie d'influence. Ok, donc là, tu fais un master en communication. Est-ce que pour toi, c'est utile d'aller à l'école pour faire de la communication? Pour toi, c'est nécessaire? Je dirais oui quand même pour avoir certaines bases. En fait, tout le monde peut communiquer, mais ça dépend de chacun, la manière dont tu vas communiquer. Par exemple, le fait qu'on te dise en fait pendant que tu fais ton master, en fait, il y a les émotions aussi des gens que tu dois analyser. Une personne qui vient comme ça, juste ne va pas forcément savoir que il y a des émotions. Les couleurs peuvent influencer aussi quand tu fais de la publicité. Il y a des couleurs qu'on choisit. Psychologiquement, ça agit sur la personne, mais une personne Exactement. qui n'a pas fait les études peut pas savoir ça, en fait. Enfin, peut-être, mais c'est tellement vaste qu'il y a plein de choses que tu n'as pas le temps de trouver toi-même si tu fais pas des études pour ça. Donc, moi, je pense que c'est quand même important. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre la communication et le marketing? Hum, oui, je dirais. En fait, les deux moi, c'est quelque chose je me suis toujours perdue avec, mais
Oui, je dirais que les deux se rejoignent un peu, mais c'est pas vraiment la même chose en fait. Jusqu'à maintenant, si tu me demandes, je saurais pas te dire exactement, je vais pas mentir. Mais marketing, je dirais, c'est plus vraiment aller chercher les gens, marketer vraiment, comment les appâter en fait. Alors que communication, on va dire, tu les appâtes, mais tu es plus derrière en retrait en fait. Tu communiques et puis c'est eux qui vont venir à toi. Alors que marketing, pour moi, c'est plus direct en fait. Tu vas vers les gens. Là, tu fais 3 ans de bachelor en communication, marketing et digital. C'est ça. Est-ce que tu as eu à faire des stages? Oui, j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 2 ou 3, je sais plus exactement. J'en ai fait d'abord c'était community management en restauration. Ensuite, il y en a un, j'ai oublié, j'avoue. Et le dernier, c'était du coup le ministère de la Culture et la Francophonie. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce stage-là? D'accord. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce stage-là parce que comme j'ai dit en fait, ce que je faisais, c'était tout ce que je fais actuellement, donc création de contenu, tout ce qui est vidéo, photo. Donc par exemple, quand la ministre a un événement, en fait, on se déplace avec elle. Enfin, on va avant elle, en fait, quand elle arrive, on va prendre son entrée. Pendant qu'elle est avec les gens, on va la filmer. En fait, à tous ces événements, pratiquement, on se déplaçait. Pendant les audiences aussi, quand elle recevait des artistes ou peu importe, en fait, on était là pour prendre des notes, pour après pouvoir communiquer dessus. Et quoi d'autre? Concrètement, c'est ce qu'on faisait en fait. Donc, je communiquais un peu pour la ministre, mais aussi pour le ministère en lui-même. Donc, par exemple, quand il y avait des événements particuliers, on allait me demander de faire, par exemple, des posts, faire des analyses et tout ça en fait, pour pouvoir mettre ça en forme après. Quel est le poste que tu occupais en tant que stagiaire pendant ce stage-là? C'était chargé de communication, tout simplement. Ok. Donc, au-delà si je résume, le chargé de communication, c'est celui qui communique, en fait, pour la personne donc la ministre. Donc, c'était vraiment faire du contenu et pouvoir le publier. Exactement. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres missions qui ne se voient pas forcément? Par rapport au stage? Oui. Pour ma part, non, j'étais vraiment axée que sur ça principalement. Donc, que faire des vidéos, des photos, puis communiquer sur les réseaux sociaux et juste. Après, le truc, je sais pas si je dirais c'était de la communication, mais c'était par exemple assister aux audiences pour apprendre un peu comment ça se passe et un peu de protocole aussi, si je peux le dire, parce que quand elle se déplace, en fait, tu dois savoir à quel moment elle vient, comment ça se passe, connaître tout le programme, en fait. Donc, oui, je dirais que c'est juste ça, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce stage t'a le plus appris? Qu'est-ce que ça me... en vrai, je pensais être introvertie et réservée, mais c'est surtout sur moi que je peux être extravertie et que j'ai besoin d'avoir un travail qui, plus tard, va me permettre de beaucoup bouger, de changer et que je ne suis pas une personne qui doit juste rester derrière un bureau, en fait. C'est ce que j'ai vraiment appris sur moi, parce que quand je suis derrière un bureau, je m'ennuie énormément. Et quand j'ai fait, en fait, la différence avec le stage où je bougeais, il y a des jours où je rentrais à 2h du matin, 23h, mais j'aimais beaucoup, en fait. Donc, je pense que c'est juste sur moi, surtout. Et après, du côté, on va dire... comment je dirais ça, par rapport au volet en fait travail, je pense c'est surtout le courage, la résilience, parce que c'était pas facile quand tu vas faire des photos, des vidéos. Il y a plein d'autres photographes, plein d'autres vidéastes aussi, d'autres ministres ou d'autres personnalités qui sont là. Tu dois vraiment te battre en tant que femme, en fait, c'est compliqué aussi. Donc ouais, je dirais juste ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est un milieu qui est un peu aussi dominé par les hommes. Oui. Donc, comment en tant que femme, on arrive à s'imposer? Je dirais par son travail, tout simplement. Personnellement, c'est par mon travail. Je ne vais pas venir dire, moi, je sais faire ci, je sais faire ça et tout. Je te montre juste comment je fais et toi, tu vois les résultats après. Donc, personnellement, c'est juste comme ça. Je vais dire, je ne parle pas beaucoup. Je te montre juste, en fait, ce que je fais. Après, tu apprécies ou pas. Est-ce que pendant ton stage, tu utilisais ton propre matériel ou c'était celui du ministère? J'utilisais, on va dire que c'était un mix des deux. Ça dépend. Il y a des moments où on utilisait celui du ministère, il y a des moments où c'était notre matériel à nous, quoi. Ok. Et est-ce que pour toi, c'est important justement, si tu souhaites être chargé de communication, d'avoir son propre matériel? Oui, bien sûr, parce que c'est compliqué au début, quand tu filmes, il n'y a pas de souci. Mais si au bout d'un moment, tu as les vidéos du travail dans ton téléphone, toi-même tes vidéos, ça se mélange, en fait, c'est compliqué pour se retrouver. Donc pour moi, c'est important d'avoir en fait une séparation entre les deux, quoi.
Ok. Ouais. Donc là, tu finis ton bachelor, les 3 ans de bachelor, tu décides de faire un master. Pourquoi tu choisis ce master-là? Parce que c'est celui dans lequel je me sentais bien, parce que bah, déjà l'influence, je me suis dit c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup vu que je faisais déjà du contenu. Donc je me suis dit me diriger vers là, bah, ça va m'aider. Et aussi parce que j'aimais pas tout ce qui était, en fait, le côté pur du digital, donc KPI, SEO, référence, tout ça, c'était pas mon truc. Je me suis dit ça, je peux pas faire en fait. Donc j'ai préféré communication globale et stratégie d'influence tout court, quoi. Ok. À quel moment les réseaux sociaux rentrent dans ton parcours? C'était bah, quand je suis arrivée à Strasbourg, en fait, je pense que c'était la 2e année ou la 3e année. J'ai commencé à faire des recettes de cuisine et mes amis m'ont dit bah écoute, pourquoi pas commencer à partager. Tu nous partages à nous, mais partage aussi aux autres et tout. Donc, je pense que c'est là que j'ai commencé à faire des recettes et poster sur TikTok et Instagram aussi. Et puis, bah, j'ai continué jusqu'à maintenant, en fait. Est-ce que tu dirais que c'était un petit échappatoire aussi pour, puisque tu as dit que bon, à Strasbourg, c'était un peu ennuyant? Hum, Oui, ouais, je pense quand même, hein, parce que ça me prenait beaucoup de temps et ça me permettait en fait de m'occuper parce que je faisais vraiment, mais vraiment rien au début quand je suis arrivée. J'étais tout le temps à la maison, donc je pense que oui. Surtout lors de l'année, la 4e année en fait, où j'ai rien fait du tout, j'ai fait que bah, l'école. Et j'avais cours que le vendredi, donc t'imagines que tout le reste du temps, j'avais rien fait. Enfin, j'avais rien à faire en fait. Donc ouais, je pense que ça m'a vraiment aidé ça. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te définirais comme une créatrice de contenu? Oui, vraiment. Et Oui. c'est quoi une créatrice de contenu? Dans mon cas, en tout cas, parce que les gens, il y a eu beaucoup de débats influenceurs, créateurs de contenu. J'aime pas le terme influenceur, mais oui, finalement, je suis aussi influenceuse, mais je dirais créatrice de contenu dans le sens où je crée du contenu, selon moi, qui est créatif aussi, qui met en scène... Enfin, en gros, c'est quelque chose de créatif, tout simplement. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là, en fait, que je dirais créer du contenu. En vrai, j'imagine des choses, je monte des vidéos, je mets plein de trucs, animation et tout ça. Pour moi, c'est vraiment... Je crée du contenu, vraiment. Et c'est quoi un influenceur? Un influenceur, bah, globalement, c'est quelqu'un qui a une communauté, en fait, et qui pourra influencer la manière de penser ou de consommer d'une personne, selon moi. Quand tu penses qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est un peu péjoratif, enfin, je pense que pour les influenceurs, c'est pas péjoratif pour eux, mais les gens, enfin, très souvent, quand tu vois comme ça te lancer sur les réseaux sociaux, tu vas entendre « Ah, toi, tu es devenu influenceur maintenant, quoi ?» Ouais. Est-ce pourquoi tu penses que les gens l'utilisent de manière péjorative? En fait, maintenant, beaucoup moins. Avant, oui, mais maintenant, je trouve que bah, ça s'est démocratisé, donc c'est beaucoup moins péjoratif qu'avant. Mais enfin, en tout cas, à mon sens, moi, ce que je n'aimais pas au début, c'était le côté... parce que quand ils me disaient, ouais, toi, tu fais l'influenceuse, eux, ils ne voyaient pas le côté, tu aides des gens, enfin, ils ne voyaient pas le volet, en fait, tu éduques des gens. Eux, ils voyaient plus le volet, tu es superficiel, t'es pas intelligente, tu penses qu'à te maquiller, tu vas qu'à des événements, tu as des trucs gratuits. En fait, c'est que ça que les gens voyaient. Et c'est pour ça que moi aussi, au début, j'aimais pas. Parce que je voulais montrer que bah, la création de contenu, c'est pas... J'ai rien dans la tête, en fait. C'est vraiment quelque chose comment je vais dire ça? En fait, tu réfléchis, en fait, pour influencer les gens aussi. Donc, c'est surtout ça. Donc là, en 4e année, tu décides de quitter Strasbourg, venir à Paris maintenant. Pourquoi ce choix? Parce que je ne trouvais pas d'alternance à Strasbourg. Donc, j'ai fait une année, comme je l'ai dit avant, où j'ai rien fait pendant que les gens ils partaient, enfin, ils travaillaient tout simplement. Moi, j'étais à l'école seulement que le vendredi avec eux et tout le reste des jours, en fait, je faisais rien. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas élargir mon champ à Paris, d'autres villes, en fait, où je vais trouver une alternance et y aller, en fait. Donc, j'ai décidé de venir à Paris parce que j'en ai trouvé une, justement, en communication ici. Et j'avais, en fait, l'école il y en a aussi une à Paris. Donc, ils m'ont permis, en fait, de changer tout simplement de campus et de venir à celui de Paris, de continuer mon année tranquillement et aller en cours et en alternance en semaine, quoi. Aujourd'hui, tu occupes quel poste dans ton alternance? Et là, j'ai terminé. J'ai terminé ma formation, j'ai terminé mon alternance. Ok. Donc là, je suis juste créatrice de contenu, on va dire. Mais dans ton alternance, tu avais quel poste? J'étais community manager. C'est quoi un community manager? Community manager, c'est concrètement celui qui gère la communauté. Donc, tu t'occupes
En fait, ça dépend, c'est un peu, on va dire, mélangé maintenant, si je peux le dire, parce que de base, c'est tu postes, enfin, tu crées des posts, tu les postes, tu interagis avec la communauté et tu mets des stories à la une et tout, mais maintenant, c'est devenu un peu plus vidéaste, community manager, tout ça mélangeant, en fait. C'est mélangé. Tout est mélangé parce qu'on va te demander de faire des montages, tu vas filmer, après tu vas poster, enfin, tu vas faire plein de choses en fait à la fois. Donc moi c'est ce que je faisais concrètement vu que c'était les compétences que j'avais. Ouais. Donc je m'occupais des posts, de répondre aux clients, je gérais la partie influence aussi. Donc si on doit contacter des influenceurs, j'allais leur envoyer des mails, aller sur les événements, filmer et puis tout ça. Tu as eu à faire un stage en Côte d'Ivoire et une alternance en France. Pour toi, c'est quoi la différence entre les deux? Je dirais un peu le professionnalisme. Parce que je trouve qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas très organisé. Pas grave, non, mais parce que, en fait, pour moi, c'est important de le dire parce que je trouve que les gens ils sont pas organisés en Côte d'Ivoire. Il y a plein de choses en fait, ils sont pas à l'heure. Enfin, il y a plein de choses, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose qu'en France, en fait. Ils sont pas aussi carrés qu'ici. Mais par contre, ce qui est bien là-bas, c'est que c'est vrai que c'est un peu plus laxiste aussi d'un autre côté, donc c'est bien, tu as ta famille et tout ça. En fait, c'est pas le même environnement, si je peux le dire, en fait. Ok. Et est-ce que tu penses que en Côte d'Ivoire ou en France, il y a un niveau où on respectait plus tes missions? Hum, Est-ce qu'il y a un niveau où on respectait plus mes missions? Non. En fait, là-bas, dans les deux cas, ils ont toujours respecté mes missions. Après, j'ai envie de dire aussi que c'est le côté création de contenu qui fait que les gens, quand ils te voient, ils se disent, ah, elle est créatrice de contenu et tout. Donc, je pense que c'est ça qui a joué aussi. Mais dans les deux cas, en fait, on a toujours respecté mes missions. Donc, et après, bon, je suis certes calme et tout, mais je sais aussi m'exprimer, dire quand j'aime pas quelque chose, ça se voit. Donc, je pense que les gens aussi, ils respectent ça quand même. Est-ce que le fait que tu es sur les réseaux sociaux a été un avantage pour toi dans ces postes-là ou un désavantage? Oui, c'est un avantage parce que, par exemple, pour mon alternance, je l'ai trouvé grâce aux réseaux sociaux. Parce que je trouvais pas du tout, j'ai postulé, je sais pas combien de fois, j'ai rien eu. Je me suis dit, écoute, tu es créatrice de contenu, tu fais des montages vidéo, tu es créative, donc fais ça, en fait, tout simplement. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai dit exactement que, je suis créatrice de contenu, je fais des montages, voilà. Mais en fait, un CV en vidéo. Ouais. J'ai fait ça, j'ai posté, j'ai eu plein de likes, plein de vues et c'est, du coup, la structure elle-même qui m'a contactée et qui m'a dit, on aimerait que tu viennes passer un entretien. Et c'est de là qu'ils m'ont dit, écoute, on te prend tout simplement. Donc, c'était un avantage pour moi sur ce truc-là, quand même. Là, tu as fini tes 5 ans d'études, ton master, tu as terminé aussi ton alternance. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Là, en ce moment, j'ai deux plans, on va dire. C'est le côté entrepreneurial et le côté salariat toujours. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de chercher un nouveau poste en fait qui me correspondrait dans une boîte. Et en parallèle, en fait, je suis en train de, comment on va dire ça, de monter, on va dire, mon petit business. Donc, faire du consulting, faire des formations en création de contenu. Et je penche plus pour ce côté-là pour le moment. Et comment ça s'organise, ça évolue, plus ce côté entrepreneurial? Ça évolue très bien parce que, déjà, en fait, il y a quelque chose que j'ai travaillé pendant 2 ans ou 3 ans. C'est juste que j'étais pas prête à me lancer encore. Et quand j'ai commencé à dire, tout était déjà prêt, en fait, parce que c'était littéralement mon sujet lors de comment ça s'appelle? Mon projet de fin d'études, pardon. Donc, j'avais déjà tout, en fait. J'ai juste eu à me lancer. Là, j'ai commencé à faire des formations, j'ai eu des clients, consulting pareil aussi. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, Est-ce que tu penses que les gens sont prêts à payer pour justement pour le consulting? Ça dépend de la cible. Ça dépend de qui je cible en fait, parce que ceux qui sont vraiment prêts m'ont montré qu'ils étaient prêts. Et oui, les gens sont prêts à payer. Effectivement, quand ils sont motivés, oui. S'ils me disent qu'ils sont pas prêts à payer, je sais que t'es pas assez motivé en fait. Tu veux Oui. juste venir voir et après basta quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de cible, tu as plus des entrepreneurs ou des particuliers? Pour le moment, j'ai plus des entrepreneurs et c'est ma cible de cœur en fait, les entrepreneurs et des entreprises tout simplement parce que c'est eux qui sont prêts à mettre le budget. Et après, ma deuxième cible, ce sont les particuliers. Ok. Et donc, comment tu organises tes journées dans ce parcours d'entrepreneur? Pour le moment, vu que j'ai commencé il y a
littéralement moins de 2 mois. On va dire, par exemple, un dimanche ou un samedi, je me réveille et je fais juste mon planning, en fait, par rapport à mes disponibilités et je mets quelques heures parce que j'aimerais pas, en fait, faire de la masse aussi juste pour avoir de l'argent. Donc je cale, je dirais 3, 4 en fait, créneaux dans la semaine et je le mets juste en ligne et les gens réservent directement. Après, je leur envoie un mail, en fait, pour donner toutes les informations. Et lorsque le jour arrive, on fait tout simplement le rendez-vous. Lorsqu'on termine, je leur envoie, enfin, je fais un récapitulatif, en fait, et je leur envoie dans les 48 heures qui suivent généralement le récapitulatif, pardon, avec tout ce qu'on s'est dit, mes conseils et tout ça. Et après, je propose un suivi, une formation ou quelque chose d'autre. À quoi ressemble une séance de coaching avec toi? Consulting ou formation? Parce que je fais On les va deux. aller sur les deux. OK, consulting, c'est, en fait, là, c'est plus, bah, du conseil tout simplement. Donc la personne m'appelle, j'essaie de, comprendre, en fait, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut faire, c'est quoi ses perspectives, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On analyse, en fait, ses réseaux sociaux. Donc elle me donne les réseaux sur lesquels elle veut qu'on parte, on va dire et j'analyse littéralement, combien de fois elle poste dans la semaine ou dans le mois, la qualité de ses vidéos, ses hashtags, les interactions qu'elle a. En fait, j'analyse vraiment tout son contenu complètement et lorsque je finis ça, je lui dis en même temps ce qui va pas et j'essaie de comprendre aussi au-delà de tout ça parce que souvent c'est pas que le contenu, la personne en elle-même aussi parce que moi j'aime bien le côté humain, on va dire. Donc je discute avec elle pour savoir ce qui bloque, ce qui va pas et après ça, ben, je lui donne un plan d'action. Elle me pose toutes les questions aussi qu'elle veut et après ça, ben, je lui envoie le document. OK. Ouais. Et pour la formation? Pour la formation, c'est sur, pour le moment, c'est sur, on va dire, une demi-journée. Donc, la personne réserve, on va dire, son créneau, on trouve les disponibilités. Généralement, c'est soit sur le lieu de travail, pardon, de la personne ou je loue une salle. On va se retrouver et lorsqu'elle vient, en fait, en amont, j'essaie de comprendre, c'est quoi ses, voilà, c'est quoi ses besoins, merci. C'est quoi ses besoins, en fait, d'abord. Et lorsque j'ai un peu ciblé, en fonction de ça, j'essaie de personnaliser, on va dire, la formation. On se retrouve, on filme ensemble. Je vais regarder ce qu'elle va produire aussi. On va se balader peut-être dans les rues en fonction de ce qu'elle m'a demandé. On va filmer des restaurants et tout ça. Et après, on rentre, on fait le montage. Et lorsqu'on termine, je fais encore un document récapitulatif, mais un peu plus grand, enfin conséquent, pardon, on va dire. Et après, bah, je lui envoie. Il y a un suivi juste après ça. Et pendant 2 semaines, on va dire, elle me pose toutes les questions qu'elle veut. Elle m'envoie ses vidéos pour que je puisse analyser, voir ce qui va pas. On se fait un appel récapitulatif encore bah, au bout des 2 semaines pour savoir si c'est bien ou pas. Et après ça, on a terminé. Mais je permets quand même aux personnes de me renvoyer des petits messages de temps en temps. Et moi, je les suis, on va dire, de loin aussi pour pas les laisser comme ça juste après la formation. Ok, bah, tu disparais, quoi. Donc, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais en termes de tarifs que tu te situes où? Est-ce que tu es abordable pour toi hein, Mhm. ou t'es coûteuse? Bah, encore une fois, ça dépend de la cible. Une personne, un particulier dirait oui, c'est cher. Moi, en tant que, si je me vois en tant que particulier, je dirais bah, juste pour apprendre à filmer, c'est cher. Une séance de consulting d'1 heure, on va dire, je prends 200 €. Et pour une formation, là, je suis à partir de 550 €, on va dire. C'est ça, parce que, en fait, si c'est juste pour une personne qui veut juste apprendre à filmer, monter, oui, la personne va dire c'est cher parce que j'ai pas envie de payer 200 ou 50 € juste pour que tu me dises non, ton contenu il est comme ci, il est comme ça. Donc ça, je peux comprendre, mais pour une entreprise, c'est rien. C'est pour ça, en Oui. fait, faut voir, en fait, en fonction de la cible aussi. C'est un truc que j'ai appris dernièrement. C'est pas la même cible, c'est pas les mêmes prix, en fait. 550 € pour une entreprise, c'est rien du tout. Mais en fait, derrière ça, c'est compliqué parce que les gens voient pas le travail qu'il y a derrière. Avant que tu appelles la personne, tu vas regarder peut-être son contenu, voir ce qui va pas. Lorsque vous allez discuter, ça prend vraiment c'est une charge mentale parce que ça fait mal à la tête. Tu dois discuter avec la personne, comprendre ce qui va pas, analyser, c'est déjà du travail. Lorsque tu as terminé ça, tu vas faire un récapitulatif parce que moi, j'aime bien quand tout est carré, en fait. Moi, je vais faire un document bien beau, bien créatif avec la photo de la personne. Aller regarder tout ce qu'elle a posté, les paramètres, les dates de poste une année, les commentaires, les interactions. En fait, c'est vraiment un long truc que tu vas faire. Ensuite, tu vas faire les recommandations, envoyer à la personne.
Elle va t'appeler de temps en temps. Oui, j'ai des questions. Est-ce que tu peux faire? En fait, ça, c'est vraiment du travail, en fait. Et par rapport à la formation, bah, déjà, le simple fait de soulever tout mon matériel qui est lourd pour partir, tu vas devoir louer une salle qui va te coûter peut-être 100 euros juste la demi-journée. Donc déjà, t'as rien quand on enlève déjà Oui. ça. T'as après les charges parce qu'il y a l'URSSAF qui est là qui va prendre 25% au moins. Donc finalement, avec une formation de 550 euros, tu peux te retrouver juste à la fin avec, je sais pas moi, 400 euros. Donc, bon, ils prennent vraiment beaucoup. Après, tu as Oui. d'autres charges encore à prendre en compte et tout. Donc, c'est... Ouais. Aujourd'hui, avec les prix que tu envisages un retour en Côte d'Ivoire? Avec les prix que j'ai, oui, mais ça sera axé principalement entreprise et peut-être revoir enfin, faire en fait des tarifs pour des particuliers parce que je sais que c'est pas le même, comment je vais dire ça? Il y en a qui sont pas prêts en fait à mettre ce prix-là psychologiquement. C'est pas assez reconnu tout ce qui est création de contenu digital en Côte d'Ivoire. En fait, il y en a qui se disent ça compte pas en fait, c'est pas important. Je vais pas venir mettre tout cet argent-là dedans. Donc oui, mais à revoir. Ok. Là, aujourd'hui, ça fait 6 ans que tu es sur les réseaux, c'est ça? Non, pas 6 ans. Je dirais parce que quand je suis arrivée, j'ai pas directement commencé. Je dirais si on veut vraiment voir, je dirais maximum 4 ans. En Ok. vrai de vrai, ouais. Donc, ça fait 4 ans que tu es sur les réseaux sociaux. Comment tu gères les commentaires négatifs? Bah, j'en ai pas énormément pour commencer parce que si tu trouves un moyen pour m'insulter alors que je te montre juste comment faire des réglages, c'est que tu es aigri. Mais non, Très clair. non, c'est que vraiment tu es aigri. Mais on va dire que bah, déjà, j'ai mon entourage en fait qui est tout le temps là pour les mauvais commentaires et même en fait la communauté que j'ai, on va dire à mon image, ils sont bienveillants. Donc, c'est-à-dire dès qu'ils voient un mauvais commentaire, eux-mêmes, en fait, ils s'occupent de la personne. Moi, j'ai pas Ok. besoin de commenter. Et après ça, avec le temps, bah, des mauvais commentaires, on va dire. En tout cas, moi, la création de contenu m'a donné confiance en moi. Donc, il y a des commentaires, je vois, je réponds même pas ou je like juste. En fait, on va dire, ça me glisse en fait sur la peau. Donc, bon, ça, je gère plutôt bien pour le moment. Ok. Aujourd'hui, tu es consultante en France. Est-ce que en freelance, Oui. comment on fait pour avoir ce statut-là en France? Bah, moi, je suis en auto-entrepreneur, donc c'est-à-dire que bah, j'ai créé une micro-entreprise où je déclare bah, tout ce que je gagne. Mais de base, c'était en tant que créatrice de contenu parce que tu dois aussi déclarer ce que tu gagnes des collaborations ou des vidéos, ce que tu gagnes, tu dois tout déclarer. Et après, bah, j'ai tout simplement basculé sur le côté, on va dire, consulting et puis formation. Mais j'ai pas forcément changé quoi que ce soit, quoi. J'ai juste gardé, pardon, mon côté auto-entrepreneur. Est-ce que tous les influenceurs, enfin, les créateurs de contenu sont déclarés? Et est-ce que c'est avantageux d'être déclaré? Bah, avantageux, oui, parce que il y a des gens qu'il ne faut pas avoir sur le dos en France. Vous savez déjà c'est qui. Donc, s'ils t'ont attrapé, ils vont vraiment te taxer, en fait. Tu vas devoir rembourser tout ce que tu as. Peut-être plus même, en fait, parce qu'ils considèrent que tu as enfreint la loi. Donc, tu auras une amende. Donc, c'est mieux de déclarer. Et aussi parce que si demain, tu demandes la nationalité ou un truc comme ça, en fait, ils peuvent aller chercher tout ce que tu as eu à faire comme pour le permis et tout et bah, te refuser ça tant que tu n'as pas payé tout ce que tu dois. Mais c'est pas avantageux dans le sens où j'ai l'impression que la France, en fait, c'est un pays où il te permet pas... En fait, il veut pas que tu sois riche, tout simplement. Il veut pas que tu gagnes de l'argent parce que il te taxe énormément. Tout ce que tu gagnes, en fait, finalement, bah, ce qui te reste après, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, pas trop. Est-ce que pour les entreprises aussi, enfin, la dernière fois, je me posais la question, pour des partenariats avec des entreprises, il faut que tu sois un influenceur déclaré, sinon ça passe pas? Ça dépend. Il y a des entreprises qui sont assez laxistes sur ce sujet. Donc, elles vont te dire, je veux juste que tu fasses une vidéo et puis on te vire l'argent. Et puis, bah, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Tu donnes juste ton RIB et c'est fini. Mais par contre, il y a des entreprises qui sont un peu plus carrées. Elles vont te demander toutes tes informations, ton RIB, avec ton statut d'auto-entrepreneur. Enfin, en gros, tes informations, en fait, pour pouvoir te virer l'argent et pour pouvoir déclarer aussi de leur côté. Parce que si l'argent sort, il faut qu'ils puissent, en fait, justifier à qui ils ont envoyé. Et Est-ce que je me disais? bah, sous un truc de travail, en fait, quand on va remonter à temps, on va te dire, mais toi, t'as pas déclaré, en fait. Donc, oui. Aujourd'hui, je dirais que quelles sont les compétences qui sont essentielles pour réussir dans ce domaine? Bah, je dirais qu'il faut un minimum savoir faire des montages vidéo. Après, t'es pas obligé de faire des gros montages, mais juste, en fait, la base, savoir te filmer, couper et puis poster. En fait, selon moi, c'est surtout être authentique.
Pour moi, c'est ça le plus important dans la création de contenu. Si tu joues un rôle, en fait, les gens, ils vont le sentir à un moment donné, et même toi, tu vas pas réussir, en fait, à évoluer. Donc, pour moi, il faut être authentique. Faut aussi, comme j'ai dit, maîtriser les réseaux sociaux, les montages vidéo et tout. En fait, il n'y a pas grand-chose, en vrai. Parce que pour moi, dès le moment où tu montres qui tu es, et puis, t'es une personne authentique. Par exemple, si tu sais faire juste rire les gens, tu postes et puis les gens, ils vont t'aimer, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin de grand-chose, quoi. C'est juste à long terme, va falloir, en fait, apprendre certaines choses, quoi. Comme faire des factures, des trucs comme ça. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui, tu penses, t'a permis de te différencier et a fait, je dirais, bon, ton succès parce que bon, tu as beaucoup d'abonnés sur Qu'est-ce qui m'a permis de me différencier? Je dirais mon sens du détail dans la création de contenu. Dans le Ok. sens où ce qui me revient à chaque fois, et quand je fais même la comparaison avec d'autres personnes qui font un peu le même contenu que moi, montage vidéo, c'est les gens me disent, t'expliques d'une manière simple. Et on comprend directement ce que tu dis. Donc, la pédagogie, en fait. Parce que moi, j'aime comprendre les choses en détail. Ça fait que quand j'explique, je me dis, est-ce que les gens vont comprendre? Donc, je m'arrange à utiliser les termes les plus simples possibles, en fait. Donc, je pense que c'est surtout ça qui m'aide comment dire ça? À, oui, à me démarquer, merci. Et aussi, dans le même sens, banaliser les termes, en fait. En fait, je banalise tellement la création de contenu que les gens se disent, non, mais moi aussi, je peux faire. Parce que je montre que c'est pas compliqué. Donc, ça fait que les gens, ils aiment vraiment ce truc-là. En fait, ils enlèvent dans leur tête que c'est hyper compliqué. Faut faire des gros montages. Parce que même si je montre comment faire des montages vidéo, maintenant, j'explique aux gens que, non, t'es pas obligé. En fait, je me contredis moi-même, mais je sais ce que je fais parce que je sais que c'est pas important d'avoir un big montage, en fait, pour percer sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est surtout ça. Aujourd'hui, tu dirais, enfin, tu as eu à faire 5 ans de master en communication. Qu'est-ce que tes cours t'ont appris, qui te servent aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Plus le côté émotionnel et analyse des gens. Donc, bon, certains disent c'est un peu de la manipulation, mais tout ce que je fais maintenant, il y a plein de choses que j'ai appris à l'école. Donc, comment en fait transformer un message pour que les gens puissent, par exemple, l'écouter et aller jusqu'à la fin. Comment les attirer. En fait, je dirais plutôt le côté humain et émotionnel. C'est plus ça. Et à part ça, est-ce que ça m'a aidé dedans? Je dirais peut-être sur quelques applications ou plateformes et aussi des montages vidéo parce que en licence, on apprenait à faire des montages vidéo sur Premiere Pro. Donc oui, il y a aussi ça qui m'a aidé. Ok. Il y a aussi cette idée, je sais pas si c'est vrai, hein, tu me diras et tout, cette idée que les gens ont à se dire la communication et le marketing, c'est des filières qui sont très bouchées, où il n'y a pas de boulot. Et tu as dit que tu es un peu sur 2 plateformes actuellement où tu cherches du boulot, donc tu es un peu sur le côté salarial et aussi tu es auto-entrepreneur. Donc là, tu nous as expliqué un peu la facette d'auto-entrepreneur, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que aujourd'hui le secteur de la communication est bouché? C'est la raison pour laquelle tu t'es dirigé un peu vers ce secteur, vers ce côté auto-entrepreneur. Oui, je pense que c'est bouché parce que j'ai cherché en fait. J'ai tellement cherché. Tu envoies des CV, tu postes sur LinkedIn, tu fais plein de choses et les gens ils te regardent même pas en fait. Donc oui, je pense vraiment que c'est bouché. Oui, il y en a qui estiment qu'ils peuvent faire eux-mêmes leur communication. Donc oui. C'est très, très bouché. Est-ce que tu penses que c'est propre à la communication ou c'est propre à la France en général? Un peu des deux. Hein. La communication, parce qu'il y a beaucoup de gens on est nombreux à faire de la communication ou à se reconvertir dans la communication. Et la France aussi, en général, dans tous les boulots, c'est bouché de ce que j'entends. Donc, les deux. Là, tu parlais un peu de tes tarifs en tant que consultante et tout, mais est-ce que tu penses que la création de contenu et aussi ce que tu fais, c'est quelque chose qui te rémunère assez bien? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon? La création de contenu, en tout cas, à part pour les gros influenceurs, moi, personnellement, c'est plus par passion que je le fais, mais ça me rapporte rien. Les collaborations, moi, j'accepte pas tout et n'importe quoi, donc ça fait que je peux en avoir juste une chaque, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, en fait, parce que j'ai pas envie de poster du n'importe quoi et ils vont te payer, mais ça, c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent, en fait, mensuellement déjà pour commencer. Et les formations, oui, ça je sais que si je continue, vu que j'ai commencé ça fait pas longtemps, mais si je continue, oui, je pourrais, je pense, vivre de ça. Mais la création de contenu, moi je compte pas dessus en tout cas. Mais souvent,
les gens ont cette idée aussi de se dire, bah, les créateurs de contenu, ils ont forcément de l'argent. Parce qu'on se dit, bah, YouTube, TikTok, ça paye. Aujourd'hui, je pense, je suis pas sûre, mais Instagram a une option rémunérée. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais, il y a beaucoup de réseaux qui rémunèrent aujourd'hui. Donc, ils se disent, bah, il suffit d'avoir 10 000 abonnés et tout était rémunéré. Donc, bon. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que en fait, plein de gens ont hâte d'atteindre les 10 000 abonnés, soi-disant pour gagner de l'argent, mais honnêtement, ça rapporte plus rien du tout. En fait, maintenant, si vous remarquez, il y a plein de gens qui font des publicités TikTok Shop et tout le tralala, c'est parce que lorsque tu vends un produit d'une marque, en fait, à travers ta vidéo, tu gagnes de l'argent en plus. Mais les vidéos en elles-mêmes TikTok, en fait, il y a tellement de créateurs de contenu, en fait, ils perdent de l'argent. Donc, ils ont baissé le tarif que chacun reçoit par vidéo, donc par 1000 vues. Ils l'ont baissé au maximum. Donc, avant, moi, je sais qu'au début, j'avais, je pense, je dirais 60 centimes ou 80 centimes par 1000 vues éligibles, parce que, encore une fois, ça Oui. dépend. Et là, je suis passée à quoi? 13 centimes. Ah. Je vois que c'est pas... À ce point? Ah oui. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec avant et après aussi, ça dépend de tes abonnés. Les abonnés de certains pays, ils acceptent pas leurs vues. Donc, c'est-à-dire, si tu as eu 1 million de vues, tu peux te retrouver avec tous tes abonnés sont en Côte d'Ivoire? 100 000 vues admissibles, en fait. Donc, oh là là. Franchement, moi, je conseille pas aux gens de compter sur la création de contenu. Par contre, les collaborations, si tu te débrouilles bien, oui, tu peux avoir de l'argent parce que les marques peuvent payer facilement. Moi, je sais que personnellement, je peux demander minimum 1 000 euros, 1 200 euros pour une vidéo. Là, je peux demander. Mais en fait, encore une fois, c'est pas démocratisé. Les marques sont pas prêtes à payer. T'es une femme noire, donc c'est pas pareil qu'une femme blanche en création de contenu. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Comment on négocie ces contrats à ce niveau? Déjà, tu essaies de te renseigner parce que c'est quelque chose que les gens, c'est un sujet que les gens n'abordent pas. Combien demander, est-ce qu'il y a une grille tarifaire et tout. Donc moi, je cherche un peu les tarifs de chacun et j'ai une application en fait qui s'appelle Beacons que j'utilise. Bon, c'est une application, je pense américaine ou je sais pas, que j'utilise en fait qui te donne plus ou moins ce que tu peux demander en fonction de ton nombre d'abonnés. Donc j'utilise ça et puis j'essaie aussi de demander aux intelligences artificielles, ChatGPT, Claude. Je regarde d'autres créateurs et en fonction de ça, j'essaie de m'établir un tarif. Et en fonction de ça, ça dépend. Je peux dire une vidéo, je fais à tel prix, une story, je fais à tel prix. Il y a aussi des ads que tu peux ajouter. Donc, c'est-à-dire la plateforme va utiliser ta vidéo pour faire de la publicité. Il y a un prix aussi à ça. Pendant combien de temps? Si c'est pendant 6 mois, pendant 3 mois, tout ça, c'est un prix en fait. Donc, je mets tout ça et puis comment dire ça, l'entreprise va m'envoyer un mail, me proposer quelque chose. Si ça me va, je dis OK. Si ça me va pas, je dis non, ça me va pas. Si vous voulez, à la rigueur, je vous propose une story ou sur Instagram, j'ai moins d'abonnés à la rigueur, en fait. En tout cas, on essaie de négocier comme ça. Et puis, si la personne est d'accord, OK. Si elle n'est pas d'accord, tant pis. Aujourd'hui, quels sont les avantages d'être en freelance? Moi, personnellement, liberté. Parce que je déteste, en fait, faire la vie. En gros, travail à telle heure, tu finis à telle heure, on te donne des ordres et tout. Moi, je déteste, en fait. Donc, le fait d'être, on va dire, mon propre, si je peux dire, patron, même si j'ai commencé, ça fait pas longtemps, c'est ça qui me plaît. Et puis, la liberté, ne pas être, en fait, tout le temps là, à écouter des ordres de quelqu'un et tout ça, j'aime beaucoup, quoi. Et c'est quoi les avantages des créatrices de contenu? Les avantages, je dirais, dans ma vie, c'est, si tu pars quelque part, en fait, le fait que les gens te disent, on va t'offrir ça. Ce sont les cadeaux, je dirais, parce qu'il y a énormément de gens qui envoient des messages pour faire des cadeaux. Ou quand tu vas dans un restaurant, quand on te reconnaît, on peut t'offrir des boissons, le plat. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que la création de contenu représente pour toi? Pour moi, c'est un moyen d'avoir beaucoup plus confiance en moi parce que comme j'ai dit, ça m'a aidé vraiment à me redécouvrir, apprendre à m'exprimer, parler devant une caméra, mais aussi sur le côté entrepreneurial, en fait, c'est quelque chose de très important parce que je pense que ça va m'ouvrir déjà plein de portes et me permettre plus tard de me concentrer sur mon business, quoi. Donc, je dirais que ça a permis tout simplement de me redécouvrir. Ok. Ouais. Tu es dans un secteur aujourd'hui qui est bouché.
qui n'est pas aussi reconnu à sa juste valeur. Mhm. Qu'est-ce qui te motive au quotidien de vouloir continuer dedans? Parce que je sais que déjà je suis motivée. J'ai pas d'autre choix parce que c'est quelque chose que j'aime. Je me vois pas faire autre chose en fait. Donc je me dis dans tous les cas en fait je vais finir dedans. Là je ne pense pas à faire autre chose et je sais que bah j'ai les capacités de réussir. Je suis talentueuse donc en fait j'ai juste confiance en moi dans ce domaine-là. Donc c'est juste ça qui me motive au quotidien. Quel a été ton plus gros partenariat? Je pense c'était avec bah, une école. En fait, c'était en termes de prix là, avec l'école. Là, ils m'ont donné, je crois, 2500, 3000 euros pour une vidéo. Pour la marque, en fait, je pense que à l'époque, c'était Fenty Beauty, en fait, que je voulais vraiment, enfin, c'était des trucs que j'aimais trop. Et ils m'ont contacté pour m'envoyer des produits. Et c'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui encore. Donc, je pense que c'était ça. J'étais vraiment fière. Et après, j'ai Yves Saint Laurent aussi pour un parfum. Et oui, ça, c'était plus en termes de marque, en fait, que j'ai beaucoup aimé ces partenariats-là. Comment on fait pour se faire remarquer par les marques? Est-ce que c'est toi qui contactes les marques ou c'est eux qui contactent? On peut le faire, on peut contacter les marques aussi. Donc, si tu es vraiment motivé, tu fais une liste, en fait, tu leur envoies toutes tes informations et tout. Et puis, bah, s'ils veulent y travailler avec toi, s'ils veulent y travailler pas. Ou sinon, bah, c'est elles-mêmes qui te remarquent et qui t'envoient directement soit des mails, ou soit ils passent par des agences, en fait, qui se chargent de trouver des profils qui correspondent, en fait, à leur direction artistique et puis elles te proposent. Aujourd'hui, en tant que créatrice de contenu, est-ce que tu penses que c'est mieux d'être dans une agence ou d'être indépendant? Bah, vu que je pourrais pas donner mon avis dessus, vu que j'ai jamais été en agence, donc je sais pas du tout comment ça se passe. En fait, ça dépend de si tu sais négocier tes prix, si tu as une charge mentale ou pas, si tu es assez libre, en fait. Si tu sais que tu maîtrises pas tout ce qui est administratif, faire des factures, négocier tes prix, même pour avoir des collaborations, si tu n'arrives pas, bah, c'est mieux d'être dans une agence. Mais si tu sais que tu arrives à avoir tout ça et tu sais le faire, bah, tu peux être seul. Mais je sais que niveau partenariat, c'est vraiment avantageux d'être en agence, en fait, parce que eux, ils ont un marché déjà de marques qui sont là. Donc, c'est facile. Et puis, ils peuvent négocier encore des prix à la hausse. Alors que toi, tu es seul, souvent, tu connais même pas ta valeur. Donc, tu vas donner des prix assez bas pour ce que tu fais. Et t'as pas autant de partenariats, en fait, que si tu étais dans une agence. Ok. Ouais. Au-delà de, enfin, très souvent on se dit création de contenu, Mhm. donc tu filmes, tu postes et tout, mais au-delà de ça, quelles missions qui s'ajoutent en fait à, à tes missions qui existent déjà là? Tu as parlé de facture par exemple. Oui, bah, qu'est-ce que je fais? Je dirais, au-delà de filmer, poster et monter, ça va être aussi l'analyse de tes performances parce que moi, personnellement, bah, j'analyse en fait les commentaires que j'ai eus, les likes, trouver des idées aussi pour créer du contenu qui va attirer les gens. Ça va répondre aussi à la demande des gens dans le sens où moi, je réponds pas à tous les commentaires parce qu'il y en a énormément, mais je vais lire les commentaires en fait pour savoir en fait ce que les gens ils aimeraient apprendre de nouveau puis filmer. Je vais aussi, bah, comme j'ai dit, faire des factures, peut-être même des devis. Et quoi d'autre? Pour le moment, c'est principalement à ça que je suis. Comment dire ça? C'est que ça que je fais principalement. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs pour les prochaines années? Pour les prochaines années, je dirais, dans un premier temps, encore agrandir ma communauté. Et ensuite, c'est vraiment, moi, je pense toujours business, en fait, vraiment développer tout ce qui est, comment dire ça, formation et consulting, en fait, peut-être, pourquoi pas ouvrir une structure, en fait, en Côte d'Ivoire, je sais pas, mais c'est vraiment le côté business. J'ai vraiment envie d'aider les gens et surtout démocratiser le côté création de contenu et communication digitale, tout simplement, parce que je trouve que, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est pas assez développé. Par exemple, tu vas dans un restaurant. Moi, personnellement, je suis une personne qui a besoin de voir le lieu, les plats, sentir l'ambiance, en fait, à travers une vidéo. Mais t'as des coins qui sont hyper bien, mais tu vois même pas de vidéos sur les réseaux sociaux. Tu vois pas les plats, tu peux rien voir. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, en fait, qu'on approfondisse, on va dire, cet aspect-là de la communication en général. Quel conseil aujourd'hui tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer, qui aimerait faire des études de communication d'abord, qui Mhm. aimerait se lancer sur les réseaux et après être dans ce statut d'entrepreneur? Mhm, mhm. Bah, déjà, la communication, pour moi, bah, ça va de soi, en fait. C'est toi qui vois, en fait, si tu te sens bien. En fait, faut essayer, si tu ne sais pas ce que tu veux faire,
comment dire ça? De faire un tronc commun, tout simplement, pour savoir exactement ce que tu veux, parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de me diriger vers la communication et puis stratégie d'influence. Donc, je conseillerais à cette personne-là de voir un peu de tout, de comprendre, en fait, la communication en général. Et par rapport aux réseaux sociaux, je dirais, si elle est vraiment motivée de se lancer, en fait, de mettre en avant sa passion, qui elle est et de ne pas, comment dire ça? En fait, d'avoir confiance en soi, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est un réseau, en fait, qui peut vraiment te pousser à être anxieux ou anxieuse, et vraiment briser ta confiance en toi si tu en as une, en fait, vraiment qui est bien. Donc, je sais vraiment, faut se faire une grosse confiance en soi avant de se lancer sur les réseaux sociaux et aussi avoir des personnes qui te supportent, qui t'entourent, en fait, au quotidien, parce que ce sont ces personnes-là qui vont vraiment t'aider à te relever dans les moments où tu as des mauvais, on va dire des mauvais coups, tout simplement. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un mot de fin? Je dirais juste, je suis vraiment contente que vous m'ayez invitée. J'espère que ça va aller loin et que ça va permettre en fait à d'autres personnes de vraiment comprendre chaque métier et aussi d'aider d'autres personnes et de les diriger vers ce sur quoi elles aimeraient partir tout simplement, quoi. Non, mais le plaisir, c'est vraiment pour nous et vraiment, on est content aussi de t'avoir reçu et puis d'avoir pu discuter par rapport à la communication, la création de contenu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues et aujourd'hui, je pense que bon, avec cette petite conversation qu'on a eue, on espère que ça puisse aider énormément de personnes. En C'est tout cas, ça. merci à toi. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Majeli. Nous remercions aussi notre partenaire Cassie Bake pour ses magnifiques bento cakes. Vous pourrez trouver toutes les informations en description. N'oubliez pas de commenter, liker et de partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Majeli.